Un matin froid de 1938, dans une usine métallurgique au nord de Moscou, un homme aux mains calleuses et à la salopette tachée de graisse attendait nerveusement devant les portes du Kremlin. Il s'appelait Andrei Kostikov et il portait sous le bras des plans froissés qui changeraient le cours de la guerre la plus brutale que l'humanité ait jamais connue. Il était plombier de profession, mécanicien par nécessité et inventeur par obsession, et il était sur le point de faire face à l'homme le plus redouté de l'Union soviétique. Kostikov n'était pas militaire, il n'avait pas d'éducation universitaire, il savait à peine lire des plans techniques complexes, mais il possédait quelque chose que les ingénieurs du Kremlin n'avaient pas, une idée folle qui tenait Staline éveillé chaque nuit. Une idée si simple qu'elle semblait stupide, si révolutionnaire qu'elle semblait impossible. Une arme qui n'avait pas besoin de canons précis ni d'artillerie coûteuse. Une arme que n'importe quel paysan pouvait tirer. Une arme fabriquée avec des tubes de métal soudés sur la caisse d'un vieux camion. Staline le reçut dans son bureau avec ce sourire glacé qui précédait à la fois les ascensions météoriques et les exécutions sommaires. Le leader soviétique prit les plans avec ses doigts jaunis par la nicotine et les étala sur le bureau. Il étudia les dessins rudimentaires pendant 30 secondes qui semblèrent 30 ans. Puis il leva les yeux et rit. Un rire sec, court, méprisant. Un plombier m'apporte des fusées montées sur des camions, des fusées qui se tirent toutes ensemble comme des feux d'artifice de village. Camarades, les Allemands ont des canons Krupp d'une précision millimétrique. Ils ont des chars Panzer avec un blindage en acier durci. Ils ont la Luftwaffe. Et tu m'offres des tubes soudés. Kostikov avala sa salive. Ses mains tremblaient, mais sa voix ne tremblait pas. Camarade Staline, les Allemands peuvent avoir la précision. Nous aurons l'enfer. Un seul camion peut lancer 16 fusées en 7 secondes. L'ennemi ne verra pas d'où elles viennent. Il ne saura pas où se trouve nos positions, et quand la fumée se dissipera, nous serons déjà à des kilomètres de distance. Staline écrasa sa cigarette dans le cendrier. Intéressant, mais impossible. Nos ingénieurs militaires ont tenté de développer l'artillerie de fusées pendant des années. Tous ont échoué. Les fusées sont instables, imprécises, dangereuses pour celui qui les tire. Et maintenant, un plombier résout ce que des scientifiques avec des doctorats n'ont pas pu faire. Je n'ai pas besoin de résoudre la précision, camarade. J'ai besoin de résoudre la terreur. Ces paroles restèrent d'un flottant dans l'air dense du bureau. Staline se pencha en arrière dans sa chaise, étudiant l'homme devant lui avec un intérêt renouvelé. Il fit un geste de la main. « Tu as 3 mois. Construis ton moteur impossible. Si cela fonctionne, tu auras des usines. Si tu échoues, tu retourneras réparer des tuyauteries. Ou peut-être que tu ne retourneras à rien. » Kostikov sortit du Kremlin avec un mélange d'euphorie et de terreur pure. Il avait 90 jours pour construire une arme qui n'existait que dans sa tête. 90 jours avant que Staline décide s'il était un génie ou un imposteur digne d'un peloton d'exécution. 3 mois plus tard, dans un champ d'essais secrets près de Leningrad, un camion CIS 5 modifié était stationné devant une tribune où des officiers de l'armée rouge observaient avec un scepticisme à peine dissimulé. Le camion avait 16 rails montés sur sa plateforme, pointant vers une forêt à 1000 mètres de distance. Les fusées mesuraient 1,5 mètre de long et ressemblaient à des tuyaux d'échappement enflés. Rien d'impressionnant, rien qui suggère une capacité destructrice. Staline arriva dans sa voiture blindée, entourée de gardes du NKVD. Il descendit du véhicule avec son pas lent caractéristique et se plaça sur la tribune en allumant une autre cigarette. Il regarda Kostikov. « Montre-moi ton miracle, plombier !» Kostikov donna l'ordre. L'opérateur activa le mécanisme de tir électrique. Ce qui se produisit au cours des 7 secondes suivantes grava le nom de Kostikov dans l'histoire de la guerre. Un bruit assourdissant déchira l'air. Des flammes oranges jaillirent des rails, tandis que 16 fusées s'envolaient en succession rapide, laissant des traînées de fumée blanche qui ressemblaient aux doigts d'un dieu furieux pointant vers le ciel. Le son n'était pas le boom propre de l'artillerie conventionnelle, c'était quelque chose de plus primitif, plus viscéral, un hurlement mécanique qui glaçait le sang. Les fusées sillonnèrent déjà le ciel en traçant des arcs imparfaits, mais dévastateurs. Quand elles frappèrent à la forêt, la terre elle-même sembla vomir du feu. Des arbres centenaires furent arrachés à la racine. La terre noire vola dans les airs en colonnes de fumée et de débris. La chaleur des explosions se fit sentir sur la tribune, à près d'1 kilomètre de distance.
et ce maudit son, comme si le monde se déchirait. Silence absolu sur la tribune. Les officiers regardaient bouche bée la forêt transformée en paysage lunaire. Staline prit une longue bouffée de sa cigarette, étudia la destruction avec les yeux plissés, puis se tourna vers Kostikov. « Comment l'appelles-tu » ? « BM-13. Camarade Staline. Système de fusée multiple. » Staline secoua la tête. « Non, cela sonne comme un manuel technique. Cela a besoin d'un nom qui fasse trembler les Allemands, rien qu'en l'entendant. » Il fit une pause, pensif. « Les soldats lui ont déjà donné un nom, n'est-ce pas ? Je les ai entendus parler. Ils l'appellent Katyusha. » Kostikov acquiesça. C'était vrai. Les soldats qui avaient vu les premiers essais lui avaient donné ce surnom affectueux. Comment appellerais-tu une petite amie ou une sœur ? Katyusha, diminutif de Catherine. Un nom doux pour une arme de l'enfer. Parfait, dit Staline. Que ce soit Katyusha. Combien peux-tu en produire et en combien de temps ? Avec les bonnes usines, camarade. 1000 unités en 6 mois. Staline écrasa sa cigarette. Tu as 4 mois et je veux 3000. Les Allemands arrivent et quand ils arriveront, nous leur donnerons un accueil qu'ils n'oublieront pas. Le 22 juin 1941, les divisions blindées allemandes traversèrent la frontière soviétique dans l'opération Barbarossa, l'invasion la plus massive de l'histoire militaire. 3 millions de soldats allemands, soutenus par 4000 chars et 5000 avions, se déployèrent sur un front de 3000 km. Leur objectif était simple et brutal, écraser l'Union soviétique en 3 mois avant l'hiver. Les premières semaines furent un massacre. Les divisions panzer allemandes détruisirent les défenses soviétiques. Des villes entières tombèrent en jour. Des centaines de milliers de soldats soviétiques furent capturés ou tués. L'état-major allemand était euphorique. Hitler déclara publiquement que l'Union soviétique était un géant aux pieds d'argile qui s'effondrerait d'un seul coup puissant. Mais il y avait quelque chose que les Allemands ne savaient pas, quelque chose que Staline avait gardé en secret absolu. Dans des usines dispersées dans l'Oural et la Sibérie, loin de la portée de la Luftwaffe, des milliers de Katyusha étaient assemblés jour et nuit par des travailleurs qui dormaient à peine 4 heures. Des femmes, des personnes âgées, des adolescents, tous soudant, boulonnant, calibrant, fabriquant l'arme secrète de Staline. Le 14 juillet 1941, un mois après le début de Barbarossa, la batterie expérimentale de Katyushas du capitaine Ivan Fliorov reçut l'ordre de se déplacer vers le front. C'étaient 7 camions modifiés, chacun transportant 16 fusées M13, 112 fusées au total. Leur destination, la gare de Orsha en Biélorussie, où la Wehrmacht concentrait des troupes et des fournitures pour la prochaine poussée vers Moscou. Fliorov était un homme endurci de 32 ans, vétéran de la guerre d'hiver contre la Finlande. Il avait vu assez de combats pour ne pas s'effrayer facilement, mais quand il reçut les instructions opérationnelles des Katyushas, il sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec le pressentiment qu'il était sur le point de témoigner de quelque chose qui changerait la guerre. Les ordres étaient clairs, s'approcher sous le couvert de la nuit, se positionner à 3 km de la gare, attendre le signal, tirer toutes les munitions en moins d'1 minute et se retirer immédiatement sans confirmer les dégâts, sans attendre les ordres, juste frapper et disparaître comme des fantômes. La nuit du 14 juillet, la batterie de Fliorov se positionna sur une colline boisée, avec vue sur Orsha. En bas, les lumières de la gare brillaient avec arrogance. Les Allemands ne s'attendèrent pas à des attaques, leur supériorité aérienne était absolue, leur avance était irrésistible, ils avaient transformé la gare en une fourmilière d'activités. Des trains déchargèrent des munitions, des colonnes de troupes se formaient, des chars étaient ravitaillés, tout concentré dans une zone de à peine 1 km². À 3h15 du matin, Fliorov donna l'ordre. Les 7 camions activèrent leur système de tir simultanément. L'enfer se déchaîna. 112 fusées sillonnèrent le ciel nocturne avec ce hurlement caractéristique qui deviendrait bientôt le cauchemar sonore de tout soldat allemand sur le front de l'Est. Les traînées de feu illuminèrent la nuit comme si quelqu'un avait déchiré le ciel avec des doigts incandescents. Les Allemands à la gare regardèrent vers le haut, d'abord confus, puis horrifiés quand ils comprirent ce qui s'en venait. Les fusées frappèrent en vagues superposées. Le premier groupe atteignit les wagons de munitions. Les explosions secondaires furent si violentes qu'elles brisèrent les vitres des fenêtres à 5 km de distance. Des boules de feu de la taille de bâtiments s'élevèrent vers le ciel.
Puis vinrent les impacts sur les concentrations de troupes. Les soldats allemands furent vaporisés instantanément. D'autres s'envolèrent comme des poupées de chiffon. Ceux qui survécurent à l'onde de choc initiale restèrent sourds, saignant du nez et des oreilles, incapables de comprendre ce qui les avait frappés. Les chars Panzer stationnés en formation serrée se transformèrent en pièges mortels quand les fusées incendiaires enflammèrent leur carburant. Les explosions en chaîne transformèrent la cour de la gare en une mer de flammes. La chaleur était si intense qu'elle faisait fondre le métal et cuisait les munitions sans détonner, créant un concert fou d'explosions aléatoires qui continua pendant des heures. Quand la dernière fusée frappa, à peine 40 secondes s'étaient écoulées depuis la première. 40 secondes pour effacer de la carte une concentration de troupes qui avait pris des semaines à organiser. 40 secondes pour tuer plus de 1000 soldats allemands et détruire du matériel de guerre équivalent à celui d'une division complète. Fliorov n'attendit pas pour évaluer les dégâts, il suivit les ordres à la lettre. Les camions Katyusha disparurent dans les forêts avant que les Allemands puissent seulement comprendre d'où venait l'attaque. Au moment où les Stukas arrivèrent pour bombarder la zone de lancement, il n'y avait rien de plus que des arbres et du silence. Au haut commandement allemand, le rapport de l'attaque causa d'abord de la confusion, puis une alarme croissante. Les survivants décrivaient une arme qui ne correspondait à aucune catégorie connue. Ce n'étaient pas des bombardements aériens, car il n'y avait pas d'avions. Ce n'était pas de l'artillerie conventionnelle, car le son était différent, et les impacts arrivaient en salves impossiblement rapides. Un officier allemand écrivit dans son journal « C'était comme si le ciel lui-même avait ouvert ses portes et vomi du feu directement de l'enfer. Il n'y a pas de défense contre quelque chose que tu ne peux pas voir venir et dont tu ne sais pas d'où cela vient. » Staline reçut le rapport de l'attaque d'Orsha avec une satisfaction à peine contenue. Il appela Kostikov dans son bureau. Le plombier devenu ingénieur en armement entra s'attendant à des reproches pour une défaillance technique. À la place, Staline lui tendit la main. C'était la seule fois pendant toute la guerre que quelqu'un vit le leader soviétique serrer la main d'un subordonné. « Camarade Kostikov, ton moteur impossible vient de tuer plus d'Allemands en 1 minute que certaines divisions en 1 semaine. Double la production, triple-la. Je veux des Katyusha sur chaque front. Je veux que les nazis tremblent quand ils entendent ce hurlement. Je veux qu'ils sachent que chaque pas qu'ils font sur la terre soviétique pourrait être le dernier. » Les Katyusha se multiplièrent comme une peste. Les usines travaillaient 24 heures par jour. Le design fut simplifié encore plus pour accélérer la production. Les rails étaient soudés directement sur n'importe quel camion disponible. Les fusées étaient fabriquées en série massive, sacrifiant la précision pour la quantité. Cela n'avait pas d'importance. Les Katyusha n'avaient pas besoin de précision. Elles avaient besoin de saturer une zone avec tellement d'explosifs que rien ne survive. En octobre 1941, quand les Allemands arrivèrent aux portes de Moscou, il y avait plus de 1000 Katyusha déployés sur le front et les Allemands commençaient à comprendre le niveau de cauchemar dans lequel ils s'étaient mis. Le son. Ils revenaient toujours à mentionner le son. Les soldats allemands lui donnèrent leur propre nom, l'orgue de Staline. Parce que quand plusieurs batteries tiraient en séquence, cela ressemblait à l'instrument de musique le plus fou jamais créé. Un orgue d'église conçu par des démons pour annoncer l'apocalypse. Le son précédait la mort de quelques secondes. Tu avais à peine le temps de te jeter au sol et de prier que les fusées tombent ailleurs. Et quand elles tombaient près, le monde se transformait en chaos absolu. Un lieutenant de la 7e division Panzer écrivit à sa femme « Je ne peux pas décrire la terreur que nous ressentions quand nous entendions ce hurlement. C'est pire que le bombardement aérien le plus intense. Au moins contre les avions tu peux tirer, au moins tu peux les voir venir. Mais ces fusées russes sont invisibles jusqu'à l'impact, et elles arrivent en telle quantité qu'il n'y a pas de refuge. Hier, j'ai vu 30 hommes de ma compagnie disparaître dans une explosion. Il ne restait rien d'eux, ni corps, ni uniforme, juste de la terre brûlée et du métal tordu. La Wehrmacht avait conquis la moitié de l'Europe avec des tactiques de blitzkrieg, la guerre éclair, la vitesse, la précision, la coordination parfaite entre les chars, l'infanterie et l'aviation. Mais les Katyusha brisaient ces tactiques. Tu ne pouvais pas coordonner une attaque quand ta concentration de troupes était effacée de la carte en secondes. Tu ne pouvais pas maintenir les lignes d'approvisionnement quand chaque point de rassemblement était potentiellement une cible pour ces fusées infernales.
Tu ne pouvais pas te reposer tranquille car les Katyushas attaquaient la nuit, le jour, à tout moment, depuis des positions qui changeaient constamment. Et le pire de tout, il n'y avait pas de moyen efficace de les contre-attaquer. Au moment où tu localisais la position de tir, les camions étaient déjà à des kilomètres de distance. Bombarder la zone était inutile. Envoyer des chars les chasser était risqué car les Katyushas opéraient avec une escorte d'infanterie et d'antichars. Les Allemands étaient habitués à combattre des ennemis qui suivaient les doctrines militaires européennes classiques. Les Katyushas étaient autre chose. C'était de l'artillerie nomade, de l'artillerie de partisans, de l'artillerie qui opérait avec la mentalité de frapper et courir des tribus mongoles. En décembre 1941, quand l'offensive allemande vers Moscou s'enlisa dans la boue gelée et la féroce résistance soviétique, les Katyushas jouèrent un rôle crucial dans les contre-offensives. Des bataillons entiers de Katyushas furent déployés en secret pendant la nuit, se positionnant pour frapper les concentrations allemandes à l'aube. L'effet psychologique était dévastateur. Les soldats allemands, déjà épuisés par des mois de combat et l'hiver russe, devaient en plus faire face à la terreur constante de ces fusées qui pouvaient arriver à tout moment. Un commandant de bataillon allemand rapporta « Mes hommes sont au bord de l'effondrement nerveux, non pas par le combat direct, mais par ces maudites fusées. Nous dormons habillés et avec nos casques parce que nous savons qu'à tout moment peut venir le hurlement. Hier, ils ont attaqué nos positions 3 fois. Ils ont tué 50 hommes et en ont blessé 120. Mais le pire n'est pas les pertes, c'est la peur constante. Certains soldats commencent à perdre la raison. Staline ordonna une production encore plus agressive. Les Katyushas devinrent une priorité absolue, au-dessus même des chars et des avions à certains moments. Des versions plus grandes montées sur des wagons de train furent conçues. Des versions plus petites qui pouvaient être tirées depuis les tranchées, des versions expérimentales avec des fusées plus grandes et une plus grande portée. La guerre s'était transformée en une course de production industrielle et les Katyushas étaient bon marché, rapides à fabriquer et mortellement efficaces. En 1942, quand les Allemands lancèrent leur offensive d'été vers Stalingrad et le Caucase, ils firent face à un ennemi complètement différent de celui qu'ils avaient envahi un an auparavant. Les Katyushas étaient de partout. Chaque forêt pouvait cacher une batterie. Chaque colline était potentiellement une position de lancement. Les Allemands durent disperser davantage leurs troupes, ce qui réduisait l'efficacité de leur formation. Ils durent dédier plus de ressources à la défense anti-aérienne, espérant vainement intercepter des fusées qui volaient de trop vite et trop bas pour être abattues efficacement. Et vint Stalingrad, l'enfer sur terre, la bataille la plus brutale de la guerre, la plus brutale de l'histoire. 6 mois de combat urbain, maison par maison, pièce par pièce, parfois mètre par mètre. Et au milieu de ce chaos apocalyptique, les Katyushas rugissaient constamment. Les Soviétiques positionnèrent des batteries de Katyushas sur la rive est de la Volga, hors de la portée directe allemande, mais avec une portée pour frapper les positions ennemies dans la ville. Chaque nuit, plusieurs batteries tiraient des salves coordonnées contre les concentrations allemandes. Les Allemands répondaient avec leur propre artillerie, mais les Katyushas s'étaient déjà déplacés. C'était comme combattre des fantômes qui crachaient du feu. Un officier de la SS écrivit en février 1943, peu avant la reddition de la 6e armée allemande. « Stalingrad n'est pas une bataille, c'est la fin du monde. Et ces fusées russes sont la bande sonore de l'apocalypse. Chaque nuit vient le hurlement. Certains hommes se bouchent les oreilles épris. D'autres attendent simplement l'impact avec un regard vide. Nous avons perdu plus d'hommes à cause de ces fusées que par le combat direct. Et ce qui est pire, nous avons perdu la volonté de combattre. Comment combattes-tu un ennemi qui peut te tuer à des kilomètres de distance sans que tu ne le vois jamais ? La reddition allemande à Stalingrad marqua le point d'inflexion de la guerre sur le front de l'Est. À partir de là, les Soviétiques prendraient l'offensive et la maintiendraient jusqu'à Berlin. Et dans chaque offensive majeure, les Katyushas ouvriraient le chemin. La bataille de Koursk en juillet 1943 fut le plus grand affrontement de chars de l'histoire. Presque 3 millions d'hommes, 8000 chars, 5000 avions. Les Allemands misèrent tout sur une offensive massive qui briserait les lignes soviétiques et récupérerait l'initiative stratégique. Ils avaient les nouveaux chars Tiger et Panzer, les plus avancés du monde. Ils avaient des vétérans endurcis par 2 ans de combat brutal. Ils avaient confiance en leur supériorité tactique.
Ce qu'ils n'avaient pas, c'était une réponse efficace contre 3000 Katyusha. Les Soviétiques savaient que les Allemands attaqueraient à Koursk. L'espionnage et le renseignement leur donnèrent le temps de préparer des défenses en profondeur et une partie cruciale de ces défenses étaient les Katyusha. Des centaines de batteries furent positionnées dans des zones clés, toutes avec l'ordre de tirer en salve coordonnée quand les Allemands lanceraient leur offensive. Le 5 juillet 1943, quand les divisions panzer allemandes avancèrent, elles furent accueillies par un enfer qui surpassait leur pire cauchemar. Des milliers de fusées tombèrent sur les formations blindées dans les 30 premières minutes de l'attaque. Des chars Tiger de 50 tonnes furent renversés par les explosions. Des colonnes d'infanterie disparurent dans des boules de feu. Les communications s'effondrèrent. La fumée et la poussière créèrent un brouillard qui aveugla les commandants habitués à coordonner les attaques avec une précision mathématique. Un commandant panzer vétéran de la campagne de France et des premières phases de Barbarossa écrivit « En France, nous avons conquis le pays en 6 semaines. À Koursk, nous n'avons pas pu avancer 6 km en 6 heures. » Ces fusées russes ont transformé le champ de bataille en un paysage lunaire. Des cratères partout, des chars détruits, des hommes morts dans des positions qui suggèrent qu'ils n'ont jamais vu venir l'impact. Ce n'est pas la guerre, c'est la boucherie industrielle. L'offensive allemande à Koursk échoua. Pour la première fois de la guerre, une offensive allemande d'été fut complètement rejetée. Les pertes furent dévastatrices. Des centaines de chars détruits, des milliers de morts et le moral allemand, déjà endommagé par Stalingrad, se brisa complètement. À partir de Koursk, les Allemands ne feraient que reculer. Les Katyusha accompagnèrent chaque offensive soviétique majeure de 1943 à 1945. Opération Bagration en Biélorussie, offensive de la Vistule en Pologne, bataille de Berlin, toujours le même schéma, concentration massive de Katyushas, barrières de feu qui détruisaient les défenses allemandes, infanterie et chars soviétiques avançant à travers les ruines. Les chiffres finaux sont difficiles à calculer avec précision, mais les historiens militaires estiment que les Katyusha ont tué directement entre 500 000 et 700 000 soldats allemands pendant la guerre, presque 3/4 million d'hommes. Mais l'impact réel était beaucoup plus grand quand on considère les pertes indirectes, l'effondrement logistique causé par la destruction des concentrations d'approvisionnement et surtout les dégâts psychologiques. Les divisions SS, supposément les troupes les plus fanatiques et les mieux entraînées de Hitler, ont subi certains des taux de pertes les plus élevés par les attaques de Katyushas. Leur doctrine tactique mettait l'accent sur la concentration des forces pour les attaques décisives, exactement le type de formation que les Katyushas détruisaient le mieux. Pendant la bataille de Berlin en avril 1945, quand les SS tentèrent de défendre la capitale du Reich, elles furent systématiquement broyées par des barrières de fusées qui tombaient jour et nuit. Un prisonnier SS capturé aux abords de Berlin, un vétéran qui avait combattu depuis 1941, dit à ses interrogateurs « J'ai survécu 4 ans sur le front de l'Est. J'ai vu mes amis mourir de 1000 façons différentes, mais rien, absolument rien, ne se compare à la terreur de ces fusées. Quand tu entends ce hurlement, tu sais que la mort vient et il n'y a rien que tu puisses faire, sauf l'accepter ou perdre la raison. J'ai préféré me rendre plutôt que de faire face à une autre barrière de Katyushas. » Staline n'oublia jamais sa conversation avec Kostikov en 1938. Quand le plombier lui présenta ses plans rudimentaires, Staline s'était moqué. 7 ans plus tard, ce moteur impossible avait aidé à détruire la Wehrmacht. En 1945, Kostikov reçut le titre de héros de l'Union soviétique, la plus haute décoration du pays. Il fut promu général et placé à la tête du développement de systèmes de fusées plus avancés qui mèneraient finalement au programme spatial soviétique. Mais Kostikov n'oublia jamais ses origines. Il continuait à apporter sa vieille boîte à outils de plombier aux réunions du haut commandement. Un rappel que les meilleures idées ne viennent pas toujours de ceux qui ont le plus d'éducation formelle, mais de ceux qui comprennent que la vraie guerre ne ressemble pas au manuel militaire. Les Katyusha continuèrent à servir l'Union soviétique pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale. Elles furent utilisées dans chaque conflit où l'URSS fut impliquée, guerre de Corée, guerre arabo-israélienne, Vietnam, Afghanistan. Elles furent exportées vers des dizaines de pays, copiées et modifiées. Encore aujourd'hui, plus de 80 ans après leur premier essai,
des versions actualisées des Katyushas continuent à servir dans les armées du monde entier, mais leur véritable héritage va au-delà des conflits individuels. Les Katyushas ont démontré que la guerre moderne ne se gagne pas seulement avec une technologie supérieure ou des tactiques brillantes. Elle se gagne avec la capacité de production industrielle, la simplicité du design et la volonté d'accepter des idées peu conventionnelles de sources inattendues. Les Allemands avaient les meilleurs chars du monde, les meilleurs avions, certains des généraux les plus brillants de l'histoire militaire. Mais ils ont perdu parce qu'ils ne pouvaient pas égaler la capacité industrielle soviétique et parce qu'ils méprisaient les armes qui ne correspondaient pas à leur doctrine militaire traditionnelle. Quand ils tentèrent finalement de développer leur propre version de lanceurs de fusées multiples comme le Nebelwerfer, c'était déjà trop tard. Les soviétiques avaient des milliers de Katyushas en service. Les Allemands pouvaient à peine produire des centaines de leurs systèmes. Lors des réunions de planification du haut commandement soviétique pendant la dernière phase de la guerre, Staline posait occasionnellement avec ce demi-sourire que ses généraux avaient appris à reconnaître si un autre plombier avait des idées impossibles à partager. C'était sa façon de leur rappeler que la victoire n'était pas venue de stratégies conventionnelles ou de décisions orthodoxes. Elle était venue d'un homme aux mains calleuses et à la salopette tachée qui avait osé imaginer que des soldats sur de vieux camions pouvaient changer le cours de la plus grande guerre de l'histoire. Quand la guerre se termina en mai 1945, quand Berlin brûlait et que les restes de la Wehrmacht se rendaient en masse, le son des Katyushas résonnait encore dans la mémoire collective de toute une génération de soldats allemands. Ce hurlement mécanique qui précédait la mort, ce rugissement de métal et de feu qui annonçait que l'enfer était arrivé et qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. 680 000 soldats SS ainsi que des centaines de milliers de plus de la Wehrmacht régulière avaient appris une leçon que Staline avait enseignée au monde entier. Ne sous-estime jamais un plombier avec une idée folle. Parce que tandis que les généraux discutent des tactiques dans des salles avec des cartes, tandis que les ingénieurs conçoivent des machines complexes dans des laboratoires, parfois c'est le gars qui répare les tuyauteries qui trouve la solution la plus simple et la plus dévastatrice au problème le plus compliqué. La guerre sur le front de l'Est a été gagnée par de nombreux facteurs. L'hiver russe, l'immensité du territoire, la détermination du peuple soviétique, les erreurs stratégiques de Hitler. Mais quand les vétérans soviétiques se réunissaient des décennies plus tard pour se souvenir de ces années terribles, ils mentionnaient toujours le hurlement des Katyushas comme le son de la victoire, le son qui disait aux soldats épuisés et affamés qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait derrière eux des usines produisant des armes jour et nuit, que chaque fois que les Allemands concentraient leurs forces, il pleuvrait du feu du ciel. Et quelque part, dans les archives du Kremlin, les plans froissés que Kostikov apporta ce jour de 1938 sont toujours conservés. Des dessins rudimentaires faits au crayon sur du papier bon marché, des calculs approximatifs, des notes en marge avec une calligraphie irrégulière. Il ne semble rien de spécial. Il ne suggère pas la révolution militaire qu'il déclencherait. Mais ces plans ont changé la guerre, et la guerre a changé le monde. Tout parce qu'un plombier a refusé d'accepter que son idée était impossible, et parce que Staline, pour une fois dans sa vie brutale et paranoïaque, a décidé de donner une chance à l'homme le moins probable de tous,